Ça sert à rien, il y a un gros reflet. Tu te rappelles Exoscale? Mais si, un cloud provider dont je suis parti à la rencontre à Lausanne. Une vidéo publiée il y a peut-être 5-6 mois, quelque chose comme ça. Et si tu te rappelles bien, ils nous avaient ouvert les portes de leur labo et ils nous avaient montré comment ils designent une machine de type Object Storage. Donc l'Object Storage, le service de stockage illimité où vous voulez tous mettre vos fichiers pour qu'ils soient disponibles tout le temps ad vitam aeternam. Bah, dans la réalité, c'est avec ce type de machine, avec plein de CPU, plein de disques et surtout plein de terabytes qu'on fait tourner un service de type Object Storage. Et tout ça, ce n'est que la partie hardware. Si on doit monter un petit cran au-dessus dans la partie software, si vous vous rappelez bien, Exoscale nous avait dit que ils avaient fait leur fausse maison pour avoir un software de manipulation de host et créer donc un Object Storage. Et tout ça, ça doit être custom, ça se doit d'être compatible avec le protocole S3. Donc ça se doit de pouvoir que vous puissiez continuer à utiliser vos clients Boto, moche, vos clients de backup ou encore faire du S3FS. Ça, faut pas faire. Vraiment, faut pas le faire. Tout ça reste pareil que si vous étiez chez AWS ou un autre copain, à la différence près que AWS étant quand même le pionnier et le créateur de S3, et bah si vous faites un Object Storage à la maison de type S3, attendez-vous à créer une longue roadmap de features, et ça pas pour combler le gap, simplement pour satisfaire les besoins de vos clients et de vos prospects en fait. Dernièrement, il y a justement une feature qu'Exoscale a publiée, qui est la réplication interzone. Alors, comme moi je voulais en savoir plus sur le sujet, du genre qu'est-ce qui se passe sous le capot, je me suis permis de les contacter pour pouvoir partager avec vous les internals de ce qu'est un Object Storage et de cette feature. Et avant de commencer tout ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, on parle de quoi? Un Object Storage? C'est quoi? C'est quoi un objet? Quoi un storage? Parenthèse dans la parenthèse, on prépare une série de vidéos qui s'appellera C'est quoi le cloud? Donc avec une vidéo c'est quoi l'Object Storage? Ainsi on rentrera pas trop dans les détails aujourd'hui sur qu'est-ce qu'un Object Storage, mais je vous invite à vous abonner pour ne pas justement louper les vidéos à propos de tout ça. Un Object Storage, c'est quoi? C'est un service de stockage, storage, de fichiers, objets, qu'on peut considérer comme illimité. Illimité. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de limite sur le nombre de fichiers qu'on peut stocker, et il n'y a pas non plus de limite sur la taille des fichiers. Enfin si, en réalité 5 terabytes. Mais qui stocke des fichiers de 5 terabytes? Et ces fichiers, ou objets, vous avez compris le truc, ils sont disponibles très facilement via le protocole HTTP. Donc facilement depuis un navigateur web, un client console ou n'importe quelle application. Tout le monde fait du HTTP dans le web. Vous me direz, ça ressemble beaucoup à un Dropbox tout ça. Et c'est pas trop faux, mais dans l'idée, Dropbox est une application au-dessus d'un Object Storage. Donc les deux ne s'adressent pas vraiment à la même audience. Là où un Object Storage est un composant d'infrastructure pour propulser une application, c'est donc un IaaS. Le Dropbox-like, lui, ça va être plutôt une application destinée à un consommateur lambda, et donc c'est un SaaS. Et certes, vous pouvez me dire, mais je peux rajouter une UI sur mon S3 et ça devient un Dropbox-like. C'est vrai, il n'y a aucun problème là-dessus, et c'est même ce qu'a fait Dropbox au début. Mais du coup, vous transformez votre IaaS en SaaS. Vous avez rajouté une application par-dessus pour faire le boulot, donc la chose est faite. J'espère que c'était succinct et clair. Passons maintenant au service d'Exoscale. Je m'appelle Albin Barrault et je travaille chez Exoscale en tant que responsable de l'équipe d'ingénierie stockage. Et on est donc en charge de la construction de tout l'object storage qui est fait entièrement en interne, ainsi que toute la partie block storage qui est elle aussi faite complètement en interne chez Exoscale. Nous, alors, on ne va pas aller jusqu'à l'installation dans le DC, c'est d'autres équipes qui vont s'en charger. Par contre, les étapes de design où on va valider le choix de l'équipement physique qu'on va utiliser pour nos châssis de hardware qui sont faits sur mesure, spécialement pour nous et pour s'adapter aux contraintes qu'on veut appliquer d'un point de vue technique. De là, jusqu'aux décisions de comment est-ce que l'API doit être présente, de s'assurer que les éléments soient bien visibles dans le portail client, de s'assurer que on a une roadmap qui convienne aussi aux besoins clients en général. L'équipe stockage est vraiment responsable de la totalité de cette chaîne. Si on se maintient à la topologie S3, à la façon de nommer les fonctionnalités du côté de S3, on est sur du bucket replication, et donc l'objectif est d'avoir la possibilité de construire une copie complète ou partielle
d'un bucket de données depuis une zone source vers une ou plusieurs buckets et zones destination, qui peuvent être la même zone ou des zones différentes, et le tout de manière asynchrone. Donc, ce qui permet de dire que j'ai un bucket à Genève qui contient des images et des documents, et de dire je réplique toutes les images à Zurich et je fais une copie des documents dans un deuxième bucket à Genève pour en avoir une seconde copie. C'est cette flexibilité-là qu'on offre. C'est exactement une feature qui est déjà présente dans le protocole S3, et on a donc rajouté le support de cette partie du protocole de notre côté, et on s'assure autant que possible de rester compatible avec le protocole S3 pour justement offrir une migration entre providers aussi simple que possible. Que pour un client, le fait de se dire en fait, j'ai envie d'utiliser l'object storage de AWS, l'object storage d'Exoscale, ou d'aller vers un provider qui utilise Ceph, comme on en a plein sur le marché qui se basent sur Ceph. C'est de se dire, on utilise le même protocole, et pour les personnes qui développent les applications, elles ont à utiliser les mêmes playbooks Terraform, les mêmes SDK dans leurs applications, et qu'elles auront les mêmes comportements à la fin. Alors, si je renroule un tout petit peu l'historique, il y a de ça 2 ans, on a fait une migration gigantesque de l'object storage pour passer sur une base de données qui était entièrement transactionnelle, qui du coup nous permet d'avoir une forte consistance sur l'object storage, ce qui dit que si je fais une écriture, j'ai la garantie d'arriver à la lire à partir du moment où elle a été confirmée. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, et ce qui n'est pas forcément le cas aussi, qui était un problème chez plusieurs providers. Et une fois qu'on a fait ça, nous de notre côté, c'est que à l'instant où il y a une nouvelle écriture qui est faite, si on détecte qu'il y a une règle de réplication, on vient automatiquement créer un événement dans la base de données, dans la même transaction, qui dit un nouvel objet a été créé. Et c'est assez important de se dire qu'on le fait exactement dans la même base de données. On ne vient pas utiliser un Kafka ou quelque chose comme ça où on n'a pas de risque de désynchronisation entre les deux si un événement est perdu. Si l'objet a été créé, l'événement a été créé instantanément. Et ensuite, on a tout un système de microservices et de workers qui tournent en arrière-plan, qui vont donc aller prendre ces événements, évaluer les règles de réplication qui existent pour cet objet, et ensuite créer des tâches de réplication qui sont prises en charge par une pool de workers qui vont du coup s'occuper de lire la donnée depuis la source et l'écrire sur la destination directement. On n'a aucune limite là-dessus. On reste sur un service qui est fait pour scaler indéfiniment. Les clients ne devraient pas avoir, tout utilisateur ne devrait pas avoir à réfléchir à combien de buckets j'ai, combien d'objets j'ai à l'intérieur de mon bucket, comment je l'utilise. Et donc c'est pour cette raison qu'on n'a aucune restriction. Aujourd'hui, on a juste quelques restrictions qui existent de par la structure du produit, où on a une limite de version dans un objet et on a une limite de bucket. Mais on est en train de travailler pour lever ces limites techniques. Mais pour la question initiale, non, on n'a aucune limite de volume, de nombre ou de bandwidth qu'on peut utiliser sur le service. Tout est fait pour scaler dynamiquement en fonction de l'utilisation. Pour nous, il y a une raison majeure, c'est offrir de la haute disponibilité sur le service. Aujourd'hui, quand j'ai un bucket qui est donc dans une zone A et que je me dis que j'aimerais avoir une disponibilité ou une durabilité de ma donnée qui serait supérieure, donc c'est se dire que si jamais un incident arrive chez Exoscale, si jamais un incident arrive dans notre data center, nos uplinks et compagnie, j'ai envie que ma donnée reste accessible. Et donc se dire, en fait, j'ai une copie à Genève et j'ai une copie à Sofia en Bulgarie ou à Vienne en Autriche, ça permet de, en cas d'incident, arriver à complètement changer de zone et maintenir son application dans des conditions opérationnelles maximales. On a ça, on a du coup cette discussion sur la disponibilité, on a aussi une discussion sur la durabilité qui dit que si jamais pour une raison ou une autre un data center entier venait être éradiqué de la carte, du coup mes données seraient toujours disponibles dans un autre data center, à l'autre bout d'un pays ou même dans un pays différent. Et donc j'aurai toujours une copie de mes données. Ça peut aussi aider à prévenir de bugs potentiels. On pourrait aussi avoir un bug
chez nous. C'est des choses sur lesquelles on essaye d'éviter autant que possible, mais on est dans un monde dans lequel on reste des humains. Et donc, le fait d'avoir 2 copies permettrait d'éviter ces soucis-là. Et après, il y a aussi des contextes dans lesquels on peut se permettre de créer des applications un peu plus dynamiques dans leur implémentation. Je pense par exemple, on peut faire une réplication dans un sens, mais on peut aussi dire que les buckets répliquent les uns avec les autres. Et donc, toutes les écritures que je fais à Genève vont être écrites à Zurich. Et ensuite, si jamais je décide d'écrire à Zurich, c'est aussi fait instantanément à Genève. Donc, j'ai aussi un service qui va me permettre de mettre la donnée au plus proche des clients sous un format qui soit lisible et écrivable. Donc, on a tous ces modèles-là qui sont possibles, mais après, ils deviennent un peu plus amusants et un peu plus impliqués. Exactement, on peut avoir du coup cette logique de réplication circulaire qui se fasse de tous les buckets vers tous les buckets, et donc de se dire qu'on a une copie de la donnée qui est présente partout. C'est quelque chose qu'on va par exemple se dire, qu'on va pouvoir utiliser par exemple sur une registry de containers, où en fait on est capable de se dire, on fait les écritures dans n'importe quelle zone, et après je la réplique dynamiquement dans toutes les autres zones, soit ça, des templates, des fichiers vidéo pour une application qui aurait besoin d'être au plus proche de ses utilisateurs, d'être sur tous ces services qui auraient besoin d'être hautement disponibles et de bénéficier d'une latence aussi faible que possible. Aujourd'hui, la réplication, elle est complètement gratuite chez Exoscale et on va uniquement venir facturer le stockage supplémentaire. Donc, si j'ai une copie à un endroit, on va se retrouver à payer la donnée à la destination, mais on ne facture pas, en tout cas aujourd'hui, ni les frais pour le processing et le fait de répliquer, ni pour la bandwidth entre les zones. Et jusqu'à maintenant, chez Exoscale, on ne facture pas le trafic qui reste à l'intérieur du réseau Exoscale. Donc, ça se comporterait une machine virtuelle de Genève qui échange avec une machine virtuelle de Zurich. C'est quelque chose qui est complètement gratuit à partir du moment où on reste à l'intérieur de ce réseau. Et donc, c'est pour ça que c'est un service qui est complètement inclus dans notre catalogue. Donc aujourd'hui, sur cette feature de Bucket Replication, on a couvert la grande majorité du périmètre et on ne pense pas avoir besoin, en tout cas on n'a pas de demande de développer plus la feature pour le moment. Donc on a lancé l'effort en parallèle sur une autre fonctionnalité qui est déjà en cours de travail, qui est l'encryption at rest, qui va du coup s'assurer que toute la donnée, à partir du moment où elle arrive dans nos zones, va être complètement chiffrée avec des clés qui soient configurables côté client, donc que le client puisse dépendre d'un service soit qu'on vient manager nous-mêmes, soit d'un key management system qui est aussi managé par nous, soit par un key management system qui soit géré par le client lui-même. Mais du coup, ça implique aussi qu'on vienne construire un nouveau service qui va être un key management system qui va rejoindre le catalogue d'Exoscale au global. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Éventuellement, j'ai pas de visibilité sur la partie Key Management System, mais c'est en cours de travail. Et pour ce qui est de l'Object Storage, on vient sur les étapes suivantes. On n'a pas encore un ordonnancement qui est très clair, mais les prochaines étapes vont être majoritairement la capacité de venir travailler sur tout le contenu d'un bucket. La principale va être Bucket Lifecycle. Donc c'est la possibilité de venir appliquer une règle pour venir soit supprimer de la donnée, passer un certain temps sur un bucket, ce qui est super utile quand on fait des backups, où on se dit si j'ai un bucket dans lequel j'envoie mes backups de ma base de données, j'ai envie de pouvoir dire tu me gardes mes backups pendant 30 jours et après tu me supprimes automatiquement les backups, pas les buckets. Et ensuite ça veut aussi dire que sur les clés IAM, enfin les clés API que je donne à mes backups, elles n'ont le droit que de faire des écritures. Et il n'y a aucun service qui a le droit de faire du suppression, c'est nous, Exoscale, qui nous occupons de faire toute la suppression. Donc on a cet élément-là, et on a probablement un autre élément qui va bientôt rejoindre notre to-do list, qui serait d'ajouter des tiers de stockage différents. Aujourd'hui, on a uniquement un tiers standard. Maintenant, l'objectif serait d'aller ajouter des tiers infrequent access et potentiellement d'archives, qui du coup permettrait de rendre le stockage plus attractif pour des utilisations de backup où on vient maintenir des fichiers durant une longue durée sur le service. Donc c'est globalement les éléments sur lesquels on va travailler dans
dans les temps qui arrivent. Je n'ai pas forcément de timeline précise. Merci à Albin d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. C'est toujours un plaisir d'avoir des insights depuis l'intérieur. Et aussi, je tiens à signaler que cette vidéo n'est pas sponsorisée. L'idée, c'est juste de faire un format court pour vous présenter les nouveautés qu'il peut y avoir sur le marché. Et si n'importe quel cloud provider veut être mis en avant de la sorte, contactez-nous, ce sera un plaisir de le faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à appuyer sur le bouton like et à vous abonner à la chaîne. Et écrivez de rien dans les commentaires parce que moi, je vous remercie.